Bonjour. Les organisatrices du séminaire de l'Institut Émilie du Châtelet, Joëlle Viels, Nicole Moscouni, Armelle Dubois-Naït et moi-même, le séminaire Sexe et genre pour un dialogue interdisciplinaire entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales, sont heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui est l'un des 4 musées français de l'éducation nationale. Et cet accueil, nous le devons à Frédéric Pigère, professeur ou professeure ou professeuse, selon, du CNAM, titulaire de la chaire Genre, Mixité, Égalité Hommes-Femmes, Femmes-Hommes, de l'école à l'entreprise. Donc Frédéric, grand merci, sincèrement, quand on sait combien il est difficile par ces temps incertains de mettre en œuvre un enseignement en présence. Bonjour Philippe Régnier. Vous êtes professeur du CNAM, titulaire de la chaire Droit des affaires. Tu y es, Philippe, agrégé des facultés de droit, précisément du droit privé et sciences criminelles. Tu es docteur en droit habilité de l'université Panthéon-Assas, diplômé de HEC, entre autres. Tes champs de recherche et d'expertise couvrent plus particulièrement le droit des sociétés et des professions libérales. Tes recherches portent également sur les grandes problématiques actuelles de notre société et particulièrement les aspects juridiques du sexe et du genre et le droit animalier. J'évoque tout d'abord le droit animalier qui, par certains de ses aspects, et je pense à la référence de nature, n'est pas indépendant de l'histoire des femmes, de la prétendue nature féminine si souvent invoquée pour justifier leur position sociale inférieure. Tu as récemment publié un article sur le statut juridique des animaux et sur leurs droits fondamentaux, en interrogeant la notion d'animal et les aspects juridiques des sociétés multi-espèces. Je veux ici parler de ta contribution de 2019, je cite « Zoopolis » ou le projet de société interspécifique que tu as publié dans l'ouvrage « Les liens entre éthique et droit, l'exemple de la question animale ». Et pour celles et ceux que ce thème intéresse, vous trouverez sur la toile en accès libre ton article de 2017 paru dans Libération, je cite « Le propre de l'homme, le penseur et les lapins », où tu réfutes avec beaucoup d'humour, comme ton titre en témoigne, certaines accessions de Luc Ferry sur la prétendue rupture entre l'humain et l'animal et sa hiérarchisation. On se rappelle la fâcheuse erreur de Descartes au milieu du XVIIe siècle. Mais depuis 2010, tu es au CNAM membre du LISE, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, l'UMR CNRS 3320 Axe Genre, et simultanément membre du comité de direction de l'Institut Émilie du Châtelet, où nous travaillons ensemble depuis 2006, l'Institut Émilie du Châtelet, pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Ainsi engagé dans notre lutte politique commune, revendiquant l'égalité sociale des femmes et des hommes, tu mènes de nombreuses études sur la notion de sexe, sur la définition des catégories juridiques de femmes et d'hommes, sur les règles applicables à la situation respective des femmes et des hommes. Tes thèmes de réflexion sont l'égalité, la non-discrimination, la parité et les quotas de sexe, la répartition sociétale des travaux, le caractère patriarcal du droit et l'influence des courants féminismes sur le droit. Parmi tes interventions sur l'histoire des femmes, je me souviens de ta communication passionnante de 2014 à ce même séminaire. Je cite le titre, un écrit féministe chrétien du IIe siècle, les actes de Paul et de Thècle, où tu montrais qu'il constitue cet écrit une critique féroce du système patriarcal à l'époque. Avec ce récit de la vie de Thècle, tu nous présentais l'histoire de la révolte des femmes de la cité d'Antioche, aujourd'hui au nord d'Antalya en Turquie, et comment Thècle, ennemie du mariage, refusant la subordination, est une figure féminine rebelle qui, au IIe siècle, citation, brisa ses fiançailles, se coupa les cheveux, se baptisa elle-même et se travestit en homme. Ainsi, 2 questions posées aux temps actuels, féminisme et Turquie, et féminisme et mariage.
Quant à tes publications concernant les aspects juridiques du sexe et du genre, je cite la notion juridique de sexe, que tu as publié dans l'article « Mon corps a-t-il un sexe ?» que Joël Viels, Mireille Rupli, Josiane Gontier et moi avons dirigé en 2015 aux éditions de La Découverte. Mais si les interrogations sur la notion de sexe menées au fil, à l'intérieur de cet ouvrage, menées au fil des 22 contributions de Mon corps a-t-il un sexe, conduisaient à déployer en un spectre plus large la prétendue bicatégorisation femmes-hommes, elles faisaient également surgir l'existence trop masquée d'une centaine de millions d'individus, de personnes, les intersexes, de leur droit à l'intégrité physique. Je rappelle qu'en France, ou bien ça a changé récemment, tu nous le diras Philippe, leur corps est obligatoirement restructuré par une stricte chirurgie binarisante en femme ou homme. Philippe, tu as déployé tes travaux sur cette question de l'intersexuation à celle de la transidentité en tant que juriste dans de nombreuses publications qui abordent l'ensemble des problématiques liées au changement de sexe. Je cite 3 de tes productions récentes. En 2012, le changement de sexe devant la Cour de cassation, sous-titre Le juge, l'expert et l'irréversibilité. En 2018, État civil et transidentité, comme membre de la mission de recherche Droit et Justice. Et enfin, en 2019, de la difficulté d'être mère pour une personne transidentitaire. Et aujourd'hui, Philippe, tu abordes pour nous ce vaste thème par une question au cœur de l'actualité parlementaire, peut-on dire, je ne sais pas, bien trop peu informée par la presse. Mais sincèrement, merci sincèrement d'avoir accepté de venir communiquer au séminaire Sexe et Genre pour nous éclairer aujourd'hui sur filiation et couple de même sexe. Philippe, je te donne la parole. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup, Evelyne. Étant donné que la conférence est assez longue, je vais, si vous le voulez bien, débuter tout de suite pour que nous terminions dans des délais raisonnables. Encore merci. Et voilà, oui, effectivement, d'une certaine manière, les questions que l'on a vues et qu'Evelyne a citées tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un décalage vers la question de la filiation, on va le voir. Et c'est une question qui est très complexe, qui est très technique, qui est de pure technique juridique, et qui est au cœur en réalité de beaucoup de problématiques. Et toutes ces problématiques, aujourd'hui, pratiquement, se réunissent quasiment presque aujourd'hui, enfin sur l'année 2020. Et donc d'où cette conférence. Alors, on va quand même débuter un petit peu plus clairement. Et pour cela, je vais commencer par une épigraphe, mais je vois qu'Evelyne est partie, donc ça la concernait un peu, mais c'est dommage. Alors, je vais commencer par une épigraphe. Vous savez que c'est d'usage dans les ouvrages et même dans les articles de doctrine. Et donc, je l'ai fait pour cette conférence. C'est l'extrait d'un livre qui fut célèbre en son temps, même s'il remonte à 1932, il y a donc presque 90 ans. C'est une incise, c'est-à-dire que c'est une partie du roman qui en réalité n'a pas de rapport avec le roman, mais qui a été insérée là par l'autrice, qui est Christa Winslow, et qui justement évoque le thème que nous allons traiter. Le roman en question est ce qu'on appelle un roman de pensionnat. Donc, il se passe dans un pensionnat particulièrement strict et soumis à une discipline de fer dans l'Allemagne des années 30, en bonne logique, fin 20, début années 30. L'héroïne est Manuela, donc une jeune élève, et l'héroïne en second, en quelque sorte, est une enseignante, mademoiselle von Bernburg. Voilà ce qui est dit dans le roman en question. Ça tient en quelques lignes, vous le voyez. Enfin, j'ai quand même coupé parce que c'était un peu long. Manuela demeure rêveuse. Souvent la nuit, quand mademoiselle von Bernburg avait éteint la lumière dans le dortoir, elle demeurait étendue dans son lit, en proie à une question torturante, toujours la même.
Que faisait mademoiselle von Bernbourg dans sa chambre? Se plaisait-elle ici, c'est-à-dire dans le pensionnat? N'était-elle pas tourmentée parfois par le désir d'avoir un mari, des enfants? Des enfants, oui. Manuela y avait souvent rêvé pour son propre compte, mais certainement pas un mari. Mademoiselle von Bernbourg à côté d'un homme, non, c'était à peine concevable. En fait, le texte pose la problématique, et aussi de manière allusive, de savoir comment un couple de femmes, en réalité, des femmes célibataires, peuvent avoir un enfant, non seulement sans mari, mais aussi sans homme, puisque vous avez les deux termes qui sont utilisés dans le texte. Alors, c'est aussi, il faut le dire, une petite plaisanterie, une allusion, parce qu'en réalité, j'avais proposé deux thèmes pour cette conférence. Le premier thème, c'est celui que nous allons traiter ensemble, donc filiation et couple de même sexe, et le deuxième thème, c'était redécouvrir Jeune fille en uniforme, qui est donc, qui est d'abord une pièce de théâtre, ensuite un film, et puis un roman en 30, 31 et 32, et qui constitue parmi les dernières œuvres que va produire le milieu lesbien berlinois, puisque à partir de 1933, tout le monde se disperse, enfin, en tout cas celles qui le peuvent. Et donc c'est une de ces dernières œuvres de ce milieu, et qui est extrêmement intéressante parce que c'est un milieu qui est déjà très en avance sur toute l'Europe. Les grands travaux commencent, les travaux fondamentaux sur le mariage, sur le travail des femmes, on les voit apparaître avant la fin du XIXe siècle. Donc ça représente en gros à peu près 50 ans de divers travaux, de diverses réflexions, menées essentiellement par des lesbiennes, je vous dis, la fin des 1890 à peu près, jusqu'à 1930. Bon, donc voilà, il y avait une allusion à ce choix, et comme c'est l'autre thème qui a été retenu finalement, j'ai inséré celui-ci pour qu'on voit qu'il y avait quand même un rapport entre les deux thèmes. Alors, on y reviendra d'ailleurs parce qu'il y a une allusion à une pratique, et cette pratique, je vais en parler. Mais d'abord, il va falloir avaler un certain nombre de définitions, parce que le droit de la filiation, c'est technique, et donc on va commencer par rappeler d'abord la définition de la filiation. La filiation, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport de parenté juridique. Il faut toujours se rappeler que ici, le droit reconnaît ou ne reconnaît pas un rapport de parenté qui, en réalité, souvent préexiste. Il y a des rapports d'affection qui existent, le droit les reconnaît, les sanctionne ou pas. Donc voilà, bon, pour le reste, la parenté, j'y reviendrai pas davantage parce que ça nous entraînerait trop loin. Et la question que l'on va maintenant se poser, c'est comment établir, en fait c'est le thème de la conférence, la filiation d'un enfant à l'égard d'un couple de même sexe. C'est ça le fond de la question, et avec une sorte de sous-interrogation, pourquoi est-ce si difficile pour le législateur et les tribunaux? Nous allons le voir, parce que le législateur et les tribunaux peinent, ils patinent, ils ont beaucoup de mal, ils n'y arrivent pas, et il faut quand même se demander pourquoi. Alors, d'abord, pour une raison très simple, c'est que nous sommes sur un modèle hétérosexué de la filiation. Ça, c'est fondamental. Et la réforme, l'extension, en quelque sorte, du mariage, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, n'a pas changé cet aspect-là des choses. Parce que le législateur s'est arrêté en réalité au mariage, et à partir du mariage, il a fait quelques ouvertures pour permettre l'établissement d'une double filiation, soit paternelle, soit maternelle. Mais c'est une réforme à minima. Donc ça, c'est le premier point. Donc le modèle hétérosexué de la filiation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la filiation elle-même est hétérosexuée, c'est-à-dire qu'il y a non pas une filiation unique, mais une filiation maternelle et une filiation paternelle, et celle-ci se complète. Le modèle n'a pas changé depuis 2013. En réalité, il est intact. Deuxième point,
les modes d'établissement de la filiation, c'est-à-dire comment on fait reconnaître sa filiation à l'égard de ses enfants, sont eux-mêmes hétérosexuels. Donc vous avez une double marque hétérosexuelle, et comme ça n'a pratiquement pas changé, eh bien, aujourd'hui, ce modèle est en crise. En réalité, il est déjà en crise. Et même, par certains aspects, il est déjà doublé par la pratique. Ça, justement, on va en dire un mot. Alors, comme je vous l'ai dit, les modes d'établissement de la filiation diffèrent selon le sexe. La filiation maternelle ne s'établit pas du tout comme la filiation paternelle, et vous avez des différences fondamentales. La filiation maternelle, c'est d'abord l'accouchement, bien sûr, et la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. S'il n'y a pas la désignation de la mère, c'est l'accouchement anonyme, et donc, à ce moment-là, la filiation maternelle n'est pas établie. Ça, c'est un mode d'établissement de la filiation qui s'applique qu'il y ait mariage ou pas. Il y a ensuite la reconnaissance de maternité. Elle est beaucoup moins importante depuis que l'accouchement plus la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant sont devenus le mode général d'établissement de la filiation. Côté filiation paternelle, c'est un petit peu plus compliqué. Il reste la présomption de paternité qui est rattachée au mariage, et puis vous avez les reconnaissances de paternité qui peuvent intervenir parfois en cas de mariage, ça peut arriver si la présomption de paternité ne joue pas, ou alors en dehors évidemment de tout mariage. Donc on a un système qui est assez qui est le fruit de l'histoire, le fruit déjà d'une évolution considérable. La dernière grande réforme date de 2005. Et puis, dernier point, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous, mais les reconnaissances sont subsidiaires, c'est-à-dire qu'elles vont jouer un rôle dès lors que les autres modes d'établissement, la présomption de paternité et l'accouchement et désignation de la mère, ne fonctionnent pas. Alors là, on voit monter en puissance les reconnaissances. Alors, il y a d'autres modes d'établissement de la filiation, je vous en fais grâce. Il y a la possession d'État, il y a toutes les actions en recherche de maternité ou de paternité qui sont contentieuses. On n'en parlera pas parce que c'est déjà redoutablement compliqué, donc on ne va pas. Puis surtout, c'est quand même assez marginal. Alors, que faire ? Que faire quand le modèle hétérosexualité de la filiation est en quelque sorte contesté, on va le voir, qu'il est contesté, et il y a trois manières, il y a trois solutions pour faire bouger le droit sur ces questions. La première, on va aller de la plus ambitieuse à la plus modeste, donc les cimes au ras des pâquerettes. La première, c'est désexualiser la filiation. Alors ça, vaste programme parce qu'il faut réécrire tous les textes, pratiquement tous les textes. C'est quand même un travail, d'abord c'est le travail du législateur, le juge ne peut pas faire ça. Et ensuite, c'est quand même, il y a toute une série de questions qui se posent. Que devient la présomption de paternité ? Et vous voyez qu'il y a deux solutions. Soit on fait une présomption de coparenté pour celui ou celle qui, en tout cas, ne porte pas l'enfant, et puis, ou alors on la supprime. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on détache complètement la filiation du mariage, ce qui est déjà une évolution très avancée. La réforme, autant le dire tout de suite, est extrêmement symbolique, elle est très sensible, pour une raison, et donc elle est quasiment bloquée en réalité, parce que c'est la dernière étape avant la suppression de la mention du sexe sur les registres d'état civil. Ça ne veut pas dire que le sexe ne jouera plus de rôle, mais il ne sera plus nécessaire qu'il soit inscrit sur les actes d'état civil, notamment l'acte de naissance. Donc ça, oui, ça normalement, ce type de réforme en droit de la famille, c'est ce qui se fait à la fin. Vous avez un exemple classique, c'est la disparition de la filiation naturelle et de la filiation légitime. Ça s'est fait après l'égalité des filiations. Donc on a d'abord, pas à pas, établi une égalité totale entre filiation naturelle et filiation légitime,
Et ensuite, par une ordonnance, ça n'a même pas été voté, on a supprimé la distinction. C'est pour vous montrer que ça, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a une solution intermédiaire, un cran en dessous, mais qui reste quand même assez ambitieuse, c'est de dédoubler la filiation, de prévoir qu'il existe une filiation maternelle gestatrice, c'est donc la femme qui va porter l'enfant, une filiation maternelle non gestatrice, donc c'est la femme qui, évidemment, ne portera pas l'enfant, mais qui va être reconnue comme l'autre mère, à supposer qu'on reste dans un système dual avec 2 parents seulement. Mais là, je ne suis pas allé plus loin parce qu'on y était encore demain. Pareil pour la filiation paternelle non gestatrice et la filiation paternelle gestatrice, c'est l'hypothèse dite de l'homme enceint. Donc là, on est, vous le voyez, sur des questions qui sont liées à la transidentité, au changement de sexe et au changement de mention à l'état civil. C'est un aspect de la question, mais en réalité, ce n'est pas forcément l'aspect le plus important, mais il se pose aussi et en même temps que tout le reste. Donc en gros, le système est entré en crise pratiquement sur plusieurs points simultanément. Théoriquement, c'est à la portée du juge. Soyons clairs, la Cour de cassation ne veut absolument pas s'en mêler, parce qu'elle estime que c'est trop pour elle et elle n'a pas envie de se retrouver dans un système où elle va perdre le contrôle complet du droit de la filiation et évidemment, à la fin, elle sera critiquée. Et troisième solution, recourir à l'adoption. Alors, pourquoi recourir à l'adoption? Parce que l'adoption, justement, alors on va d'abord dire ce que c'est quand même, c'est, vous le voyez, une filiation volontaire. Elle naît d'un acte de volonté. Et, bon, alors après, il faut de surcroît le consentement de l'adopté sous certaines conditions, mais c'est un acte de volonté. Or, les actes de volonté et la filiation par adoption par voie de conséquence ne sont pas sexués. Donc, c'est la solution que le droit français a adoptée pour l'instant, mais cette solution-là est aussi contestée parce qu'on verra que ça ne marche pas bien. Alors, je précise quand même, parce que ça va nous servir dans la suite des développements, qu'il y a 2 sortes d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, c'est celle qui va éliminer les filiations antérieures s'il en existe. Elle va les détruire, juridiquement parlant, bien sûr. L'adoption simple, on ajoute une filiation additionnelle. C'est donc beaucoup plus, on va dire, dans les 2 cas, on retrouve toujours l'historique, hein, mais sur les registres. Mais l'adoption simple, est donc, évidemment, a des effets beaucoup moins puissants. Ajoutons que vous avez incontestablement un mouvement en faveur de l'adoption, pour tout un tas de raisons, depuis la Première Guerre mondiale. Hein, là, on voit bien ce qui s'est passé avec les orphelins de guerre, et c'est un mouvement continu. Et donc, pourquoi l'adoption? C'est ce que je vous disais, l'adoption n'est pas sexuée. Et cela permet donc, en réalité, de sauvegarder le modèle hétérosexué, en y ajoutant une sorte de variante, qui est l'adoption, qui est en quelque sorte neutre, donc masculin, semble-t-il. Mais du coup, on est effectivement dans cette idée que l'adoption conserve le système hétérosexuel. C'est à ça qu'il sert. Et c'est pour ça qu'il est en général adopté, vous le verrez, par la partie la plus conservatrice du Parlement. Voilà donc comment les choses se présentent sur ces quelques questions, mais il est nécessaire d'avaler ces définitions parce que ça permet après de comprendre un peu ce qui se joue. Alors, dans l'adoption, notamment dans l'adoption plénière, il y a une sorte de sous-adoption. C'est l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est un outil extrêmement utile que le législateur utilise, notamment parce qu'il va permettre justement de faciliter l'établissement de filiation pour des couples, notamment des couples, principalement en pratique des couples de lesbiennes, mais théoriquement ça pourrait aussi jouer pour des couples gays. Mais
En pratique, non. Là, dans cette forme d'adoption plénière, au lieu d'effacer tous les liens de filiation antérieurs pour en établir de nouveaux sur une filiation adoptive, la filiation du conjoint subsiste, on efface la filiation de l'autre parent et le conjoint du conjoint, et il faut qu'il y ait un mariage, c'est pour ça que le terme conjoint est mis en gras, le conjoint ça veut dire marié, va pouvoir établir sa filiation à la place de l'autre parent. Alors attention, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a un parent que l'on chasse de la famille, et donc vous voyez, il y a des conditions spécifiques. La première, l'enfant n'a qu'une seule filiation établie, celle à l'égard du conjoint, donc ça c'est le plus facile. La deuxième, c'est à peu près la même chose, mais le législateur l'a utilisé, a remis ça une deuxième fois parce que bon, le travail n'a pas été très bien fait. La troisième, c'est lorsque l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale. Donc on a un autre parent qui en réalité est en quelque sorte déchu. Et puis le dernier, c'est lorsque l'autre parent, que le conjoint évidemment, est décédé, et il n'a pas laissé d'ascendant au premier degré. Autrement dit, la famille proche de l'autre parent décédé n'existe plus. Et donc là, ça va permettre en quelque sorte de mettre un second parent qui sera l'épouse ou le mari du conjoint. Donc voilà comment ce dispositif existait. Tout ça existait avant la réforme du mariage en 2013. Tout ça, en réalité, on n'y a pratiquement pas touché. C'est d'ailleurs un peu le tour de force du législateur de 2013 d'avoir ouvert le mariage sans pratiquement toucher à la filiation et notamment à la filiation adoptive. Mais c'est donc ça une réforme à minima, mais qui aujourd'hui ne marche plus. Alors ceci dit, c'est un pis-aller. Parce qu'en fait, l'adoption, elle n'est pas faite pour ça. L'adoption, elle n'est pas faite pour recueillir ou matérialiser juridiquement une seconde filiation maternelle ou paternelle. Et on le voit tout de suite. Pour qu'il y ait adoption, il faut déjà une décision de justice. Donc, il faut une procédure judiciaire. Il y a un contrôle du juge. Le contrôle du juge, il doit vérifier que les conditions légales de l'adoption sont réunies, notamment les conditions d'âge, puisqu'il doit y avoir un écart d'âge entre l'enfant et le parent qui adopte. Et surtout, il doit vérifier la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Il y a un coût. Théoriquement, on peut se passer d'avocat. Théoriquement, mais en pratique, non, parce que les adoptions dont on va parler, elles sont quand même... Enfin, il faut un avocat ou une avocate, mais il faut quelqu'un. C'est plus prudent. Donc, il y aura quand même des honoraires. Le plus gros problème, c'est évidemment, dans un couple de femmes, qui est le cas le plus fréquent, le décès de la femme qui n'a pas porté l'enfant avant l'adoption. Dans une hypothèse de ce genre, si on utilisait les modes hétérosexués, les modes sexués de la filiation, on pourrait faire une reconnaissance prénatale qui prend effet à la naissance. Et du coup, s'il arrive un accident dans les mois qui suivent, ça n'a pas d'incidence. L'enfant a ces deux filiations, il héritera, parce que c'est quand même un point qui n'est pas totalement... qui est important, il héritera. Et par conséquent, il est quand même protégé. Ça n'est pas possible avec le système de l'adoption, parce que c'est un pis-aller. C'est la solution, on l'a dit, qui s'est imposée parce que c'était facile à mettre en œuvre. Politiquement, ça passait, ça se voyait pas, ça passe en douceur, c'est un renvoi de texte. Mais maintenant, ce système est quand même en crise, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il y a deux, en réalité, hypothèses distinctes. La première, c'est ce que j'ai appelé filiation et insémination. On va voir ce qu'il y a là-dedans. En réalité, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et la deuxième, c'est filiation et transidentité. Ce n'est pas du tout, en réalité, la même situation. Dans la filiation et insémination, nous avons, en principe, un tiers donneur. Dans filiation et transidentité, on a, dans le cas
on a deux hypothèses possibles, soit une personne trans, homme vers femme, on aura un couple de femmes, et on aura, par les voies naturelles, comme on disait encore il y a quelques années, la naissance d'un enfant, ou l'hypothèse inverse, celle de l'homme enceint, donc c'est une transidentité, mais dans l'autre sens, femme vers homme, et là aussi on aura là aussi par les voies naturelles, on aura la naissance d'un enfant, et là on aura à chaque fois deux personnes de même sexe, hein, soit de sexe féminin, soit de sexe masculin. Donc ça, c'est le problème de la filiation et la transidentité. Mais avant, il faut commencer par la filiation et l'insémination. Et les deux sont étroitement liés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en disant que c'est deux situations différentes, pas du tout. Les deux montrent la crise du modèle actuel, et les deux questions se posent en même temps, c'est-à-dire aujourd'hui en 2020. Alors, filiation et insémination, il y a trois cas, évidemment. PMA à l'étranger, c'est la situation actuelle. PMA en France. Insémination libre ou dite artisanale, mais le terme artisanal est vraiment quand même assez peu flatteur. Donc voilà les trois cas qui existent. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors bien sûr, quand on parle d'insémination et quand on parle de PMA, ici c'est PMA avec tiers donneur. Dans ce chapitre-là, enfin dans cette partie-là, c'est toujours avec un tiers donneur, qui d'ailleurs va poser un certain nombre de problèmes lui aussi. L'hypothèse de la PMA à l'étranger, le cas le plus classique, c'est ça. On a un couple de lesbiennes. L'une d'elles recourt à une PMA à l'étranger avec un tiers donneur, c'est ce qu'on disait. Bon, on connaît les pays où cela se pratique, Belgique, Espagne principalement. Accouche en France, beaucoup plus simple. Évitons en plus les problèmes de droit international. Et puis, il faut ensuite établir la filiation. Alors, l'établissement de la filiation maternelle à l'égard de l'accoucher. Là, c'est facile, c'est le droit commun tel qu'il s'applique actuellement. Il n'y a aucune difficulté particulière. C'est l'accouchement, la désignation de l'accouché dans l'acte de naissance de l'enfant, et ça va tout seul. L'établissement de la filiation maternelle à l'égard de la femme qui n'a pas porté l'enfant, là, c'est donc, on va le voir, la voie de l'adoption, et ça pose énormément de difficultés. On a deux cas, selon que la femme est mariée ou la femme ne l'est pas. S'il s'agit de femmes mariées, on va vers la voie de l'adoption. Si ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, alors là, le système ne fonctionne pas en réalité, parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Alors, concrètement, comment les choses se sont passées? Une fois que la loi de 2013 a été votée, donc celle ouvrant le mariage, eh bien, la question qui s'est posée, ça a été, on voit le schéma parental se mettre en place assez aisément, on voit bien comment la mère qui a porté l'enfant va évidemment pouvoir établir immédiatement sa filiation, l'autre femme, pas évident. Donc, il a fallu se poser la question, comment on fait? Et la solution, ça a été l'adoption. Tout de suite, c'était prévu comme tel. Mais il y a eu quand même un contentieux, parce que devant les tribunaux, le ministère public, qui, vous le savez, c'est ce corps de magistrats qui représente normalement les intérêts de la société, a dit mais il y a une fraude à la loi. Il y a une fraude à la loi parce que on a créé spécifiquement, en quelque sorte, on a fait naître artificiellement d'une certaine manière un enfant, et maintenant on va demander l'adoption, mais l'adoption elle n'est pas faite pour ça. On triche avec les règles de droit. Là, la question a été réglée en 2014, donc assez rapidement après le vote de la loi, et on nous a dit, eh bien, non, en réalité, le recours donc à l'assistance médicale à la procréation, autre nom de la PMA. PMA, c'est dans le Code civil, AMP, c'est dans le Code de la santé publique, ce qui montre l'emprise des médecins sur cette technique. Donc sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère. En fait, c'est très logique. Devant le juge de l'adoption,
il n'y a que deux questions qui se posent. Est-ce que les conditions légales de l'adoption sont réunies? Bon, on l'a déjà vu pour la condition d'âge, il y en a d'autres, hein, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence. Et est-ce que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant? Le reste, c'est-à-dire l'existence d'une fraude à la loi, c'est-à-dire d'une situation qu'on a en quelque sorte conçue de telle manière que l'on a on a fait naître l'enfant spécifiquement pour qu'il soit adopté, parce que c'était ça la critique. Vous savez, mais vous n'adoptez pas un enfant qui était déjà, qui vivait déjà avec la mère depuis 4-5 ans. Non, non. En réalité, vous avez donné naissance à l'enfant pour les besoins de l'adoption. Donc c'est une fraude. Ça, la Cour de cassation nous dit, ça, le juge de l'adoption, ça lui est complètement étranger, c'est pas du tout son problème. Et du coup, eh bien, l'adoption de l'enfant de la conjointe, c'est possible. Bon. Mais voilà, quand il n'y a pas de mariage, et c'est là en fait que les drames surgissent, quand il n'y a pas de mariage, comment ça se passe? Alors, en général, le contentieux qui naît sur ce terrain-là, c'est parce que le couple s'est séparé. Et aussi, le couple n'a... Alors, il y a deux problèmes. Parce qu'en réalité, pour que ça marche bien, pour pouvoir adopter, il faut se marier. Il y a donc une injonction au mariage, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit bien. Il y a une injonction au mariage parce que la loi de 2013, c'est à minima. On a fait vraiment le strict minimum. Donc, s'il n'y a pas de mariage, eh ben, on ne peut pas recourir à l'adoption de l'enfant de la conjointe. Et de toute façon, on ne pourra pas y recourir il faut l'accord de la conjointe. Donc, si les deux femmes ne s'entendent plus, ça part en vrille. Et à ce moment-là, comment fait-on? Alors, il y a eu plusieurs solutions. Il y a eu des contentieux très importants qui sont nés de cela, qui ont abouti devant la Cour de cassation. Et la première solution qui a été dégagée, enfin la première tentative pour régler le problème, c'est de dire, eh bien, la conjointe qui n'a pas établi sa filiation maternelle, elle va faire une adoption plénière, l'adoption plénière de droit commun, pas l'adoption simplifiée de l'enfant du conjoint, mais la grande adoption plénière pour pouvoir établir son lien de filiation. Donc ça suppose que la mère qui a porté l'enfant ait donné son accord, sinon ce n'est pas possible. Mais dans l'affaire du 28 février 2018, qui a donné lieu à l'arrêt du 28 février 2018, il y avait, les deux femmes s'étaient séparées, mais il y avait la mère qui avait l'autorité parentale et qui avait établi sa filiation par l'accouchement, etc., avait donné son accord en disant oui, effectivement, il y a des liens tels que il est tout à fait normal que mon enfant, même si nous ne nous entendons plus et nous nous sommes séparés, il est tout à fait normal que mon enfant soit notre enfant. Voilà. Donc, on avait cet accord, parce qu'on ne l'a pas toujours. Et eh ben non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation nous dit, mais attention, c'est la grande adoption plénière qui, en quelque sorte, nettoie tout. C'est-à-dire que elle efface toutes les filiations, y compris la filiation déjà établie à l'égard de la mère qui a porté l'enfant. Donc, il faut tout effacer pour bâtir autre chose. Et que nous dit la Cour de cassation? Elle nous dit, mais attendez, l'adoption plénière de Z, donc qui est l'enfant par Madame X, mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. En gros, il faudrait, pour que ça puisse en théorie marcher, qu'on efface les deux filiations, y compris celles établies à l'égard de la mère, et que les deux femmes adoptent ensemble plénièrement. Et même dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Donc, autrement dit, cette solution-là ne fonctionne pas. C'est encore ce que dit la Cour de cassation. La seule voie, c'est l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Mais l'adoption plénière de l'enfant du conjoint,
il faut un conjoint, donc il faut être marié. Si on n'est pas marié, ça ne marche plus. Et on ne peut pas demander aux deux femmes qui se sont séparées de se marier, parce que c'est un peu contraire à l'idée de la séparation. Donc du coup, ça ne marche pas. Donc c'est un peu le truc qui tourne complètement en rond, et ça ne devrait pas se présenter. La Cour de cassation, il faut le dire tout de suite, n'arrange pas vraiment les choses. Donc cette voie est fermée. Alors, dans le projet de loi relatif à la bioéthique, le Sénat l'a ouverte, cette voie, mais dans un cas très particulier, c'est que dans le projet de loi relatif à la bioéthique, la question c'est la PMA, mais la PMA à la française. C'est autre chose. Et là, la question se pose exactement comme pour les questions que nous venons de voir, comment est-ce qu'on établit la filiation des deux femmes qui ont bénéficié d'une PMA, comment est-ce qu'on établit cette filiation? Et le Sénat avait dit, cette solution, vous l'avez compris, ne verra pas le jour, mais le Sénat avait dit, la mère qui accouche, c'est le droit commun, c'est-à-dire c'est l'accouchement plus le nom sur l'acte de naissance de l'enfant, et l'autre mère devra adopter. Le schéma qui existe actuellement lorsqu'on recourt à une PMA à l'étranger. Donc solution extrêmement conservatrice. Mais la solution, en fait tout le travail du Sénat a été effacé par l'Assemblée nationale, mais en effaçant l'Assemblée nationale, comme d'habitude c'est un travail encore qui mériterait quelques critiques, effaçant tout, n'a pas retenu l'extension proposée de l'adoption de l'enfant du conjoint au PACS et au concubinage. Donc on n'a rien gardé, même ce qu'il y avait de bon dans le projet du Sénat. Viré. Bon, donc on fait du surplace. Et puis, dernier point, mais ça on s'en doutait un petit peu, on ne peut pas recourir au mode hétérosexuel d'établissement de la filiation. On est cantonné à l'adoption. On ne peut pas empiéter sur les autres modes. Et là, la Cour de cassation l'a affirmé dans un grand arrêt de principe, qui est d'ailleurs, ce n'est pas un arrêt, c'est un avis, du 7 mars 2018, qui vous montre la philosophie du dispositif français. En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi de 2013 a expressément exclu qu'un lien de filiation puisse être établi à l'égard de deux personnes de même sexe, si ce n'est par l'adoption. Il n'est pas possible, par les modes d'établissement du lien de filiation prévus au titre 7 du livre 1er du Code civil, c'est-à-dire notamment la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou ce qu'on appelle la possession d'État, bon j'y reviendrai parce que c'est une notion qui joue quand même assez peu souvent aujourd'hui, ne sont pas ouverts aux époux de même sexe, et a fortiori aux concubins de même sexe. Donc justement, pas de possibilité d'établir un lien de filiation par ce qu'on appelle la possession d'État. Qu'est-ce que c'est que la possession d'État? Je me suis comporté comme le père ou le parent de mon fils. Mon fils m'a toujours considéré comme son père ou son parent, et cela, entre nous, à l'égard des tiers, il y a une durée, 3, 4, 5, 10 ans parfois, et alors là, le juge dit, ok, il y a un lien de parenté entre vous deux. C'est ça la possession d'État. C'est-à-dire, on possède illégalement, en quelque sorte, l'état de parent, et au bout d'un certain nombre d'années de cette situation, eh bien, le droit vient vous dire, ok, on vous donne le papier qui fait que vous êtes le parent, la mère, etc. Mais ça n'est pas possible pour les couples de même sexe, parce que pour les couples de même sexe, eh bien, il n'y a que l'adoption. Voilà ce que nous dit la Cour de cassation en 2018, et on est toujours sur cette position-là. Alors, ça c'était la PMA à l'étranger. Donc la PMA à l'étranger, si on se résume, c'est, pour l'instant, la Belgique ou l'Espagne, l'accouchement en France, la femme qui accouche, aucun problème, classique.
l'épouse ou la paxée, la concubine, alors là, il n'y a pas de solution. Faut se marier. Mariez-vous, voilà, on y est. Donc, c'est bancal. Et c'est là où vous voyez le bricolage de 2013, quand même. Hein. Parce que ça, c'est pas tout à fait... Enfin, ça n'aurait pas dû être... À l'origine, les ambitions du législateur étaient beaucoup plus grandes. Seulement, ils sont arrivés, et je peux vous en parler puisque j'ai fait partie de certains groupes de travail, les mains dans les poches. Ils n'avaient rien préparé, rien. Et ils se sont aperçus que la question était compliquée quand ils ont ouvert les dossiers. Donc, évidemment, ça vous explique aussi beaucoup d'errements. Plus, évidemment, comme vous le savez, la manif pour tous. Donc, tout ça fait qu'on a abouti à un projet à minima et, en fait, très imparfait. Alors, la PMA en France, c'est-à-dire le projet de loi relatif à la bioéthique. Pareil, on sent un législateur qui est allé, enfin, un gouvernement d'ailleurs, qui est allé les mains dans les poches. Hein. C'est-à-dire, il n'avait rien préparé, rien vu, et il n'avait pas compris la complexité des choses. Alors, ça a démarré très fort, il faut le reconnaître, dans des situations, un truc abracadabrant, enfin, complètement abracadabrant, où le gouvernement avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, publié 2 projets de loi, enfin, deux variantes du même projet de loi, et avait demandé au Conseil d'État de dire un peu ce qui pouvait passer ou ce qui ne pouvait pas passer par rapport notamment à la constitutionnalité du projet. Invraisemblable, mais invraisemblable. On ne fait jamais ça. Le Conseil d'État s'est retrouvé avec ce truc-là, s'est demandé ce qu'il allait bien pouvoir en faire. Et puis, il a dit, on peut effectivement prévoir le système qui a été au début adopté puis qui ensuite a été modifié, c'est-à-dire quand il s'agira d'une femme célibataire, non mariée, là, elle pourra avoir recours, dans l'hypothèse, donc, elle pourra bénéficier d'une PMA et avoir recours pour rétablir sa maternité au droit commun de la filiation, donc l'accouchement et la mention, sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant, c'est-à-dire le droit commun. Pareil, pour les couples hétéros qui recourent à la PMA, même principe. Pour les couples de lesbiennes, alors là, la situation va être tout à fait différente. Ouais. Pourquoi pas. En gros, il n'y a pas de raison, mais c'est pas grave. Il n'y a même aucune raison, puisque par hypothèse, au début, on nous disait, oui, mais vous comprenez, il faut des particularités dans l'établissement de la filiation pour que, si vous vous souvenez, c'était le projet Terry, pour que l'enfant puisse, en consultant son acte de naissance, savoir comment il a été conçu et avoir du coup accès au moins à l'identité du tiers donneur. C'était ça. Mais ça visait tout le monde. Couple hétéro, couple de lesbiennes, femme célibataire. Tout le monde était mis dans le même sac. Les associations étaient contre. Enfin, les associations LGBT ne voulaient pas en entendre parler. Et finalement, on a eu, pire que ça, un projet qui n'a satisfait mais absolument personne. Et ni Irène Théry, d'ailleurs, ni les associations LGBT qui ont crié mais au scandale le plus total. Et on connaît 2 associations, si vous vous en souvenez, de lesbiennes qui avaient claqué la porte de chez Macron. Sans compter évidemment tous les reports, parce qu'à chaque fois il y avait un truc plus urgent à faire, et pour arriver à une déclaration anticipée de volonté qui sera établie donc par les 2 femmes, et c'est cette déclaration anticipée de volonté qui va être remise à l'officier d'état civil et qui sera portée dans l'acte de naissance de l'enfant, et c'est cette déclaration anticipée qui va créer le lien de filiation. Alors, il y a une confusion totale. La déclaration anticipée de volonté, c'est l'accord des 2 femmes pour faire naître un enfant, le porter, y donner tous les soins nécessaires, etc. Donc, c'est une sorte de contrat.
Hein. C'est une sorte de contrat. C'est assez logique. Mais ça n'a rien à voir avec les mentions sur l'acte de naissance. Enfin, c'est autre chose. Ça, c'est une convention entre elles. Le fait que ça soit publié, ça n'a pas de... Il n'y a aucune raison logique. On peut avoir un système complètement différent avec une déclaration. La déclaration anticipée est déjà recueillie, enfin sera recueillie par devant notaire déjà. Donc de toute façon, on ne va pas la perdre. Mais où est-ce que j'ai mis cette déclaration anticipée? Non, ça n'arrivera pas. Donc de toute façon, c'est un truc qui pourrait être considéré comme un peu discriminatoire, mais je n'ose plus prononcer le terme maintenant. Donc voilà. Bon, alors ça a été une bronca. Le gouvernement a dit, écoutez, dans la navette entre les chambres, on va changer les choses. Et effectivement, le texte a bougé. Alors le Sénat, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a dit, non. Nous, on ne croit qu'à une seule chose, c'est l'adoption. Et par conséquent, vous le voyez, la femme qui accouche, mariée ou non mariée, peu importe, là, il y aura le droit commun de la filiation, l'accouchement et le reste. L'autre femme qui n'a pas porté l'enfant, l'adoption. Donc là, on revient au schéma hétéro-adoptif. C'est comme ça que je l'appelle, mais je crois que c'est le nom qu'il faut lui donner. C'est un schéma hétéro-adoptif. Et on voit bien ici le côté conservateur du Sénat. Bon, enfin, si, c'est pas tellement surprenant, mais bon. Alors, le Sénat a bien vu le problème, bon, parce qu'ils sont conservateurs, mais ils ne sont pas complètement idiots quand même. Et ils ont bien vu qu'il y avait une difficulté parce que il faudra, alors ça c'est l'Assemblée, pourquoi ? Parce qu'il faudra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prévoir que l'affiliation pourra être établie, y compris lorsqu'il n'y a pas de mariage. Donc là, effectivement, le texte du Sénat ouvre la fameuse adoption du conjoint à la concubine ou à la pacsée. Donc ça a le mérite d'être à peu près cohérent. L'Assemblée nationale change les choses, et là on arrive à quelque chose qui se rapproche de plus en plus du droit commun, mais qui n'y est pas encore. Pour la femme qui accouche, c'est ce qu'on appelle l'article 71-25 du Code civil, c'est-à-dire c'est l'accouchement et la désignation dans l'acte de naissance. Donc là, on est sur le droit commun. Pour sa compagne, sa conjointe, etc., ce sera la reconnaissance conjointe qui sera publiée dans l'acte de naissance. Donc, on a un système où on a déjà réussi, enfin, pour être franc, c'est quelques députés un peu militants, qui ont réussi à dissocier au moins les deux filiations et d'avoir une des filiations qui est celle du droit commun. Parce que le but, c'est quand même ça, c'est d'arriver au droit commun et non pas de relever d'un droit spécial. Et pour l'autre, on a encore la reconnaissance conjointe. Enfin, c'est déjà plus une déclaration, ce n'est déjà plus une déclaration anticipée de volonté, c'est déjà une reconnaissance. Et si vous vous souvenez, on a vu qu'effectivement, l'un des moyens d'établir sa filiation, c'est la reconnaissance de maternité ou de paternité. Alors là, ce n'est pas une reconnaissance de maternité du droit commun, c'est une reconnaissance mitonnée aux petits oignons, qui évidemment, c'est mieux ce qu'il y avait avant et c'est moins bien que le droit commun parce qu'on ne voit toujours pas pourquoi les couples de lesbiennes sont traités différemment. Parce que pour les femmes célibataires, non mariées, qui peuvent aussi recourir à la PMA, qui pourront recourir à la PMA, là, on est dans le droit commun. Quant aux couples hétéros, ils étaient dans le droit commun, ils y restent. Donc, il n'y a que les lesbiennes qui se retrouvent dans ce truc-là. Et en plus, avec des variantes, parce qu'évidemment, tout le monde s'en mêle, s'empêtre. Donc, vous avez un texte qui est quand même... bref, c'est carrément lesbophobe, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Voilà un petit peu comment on en est arrivé là, mais c'est pas tout. Parce que vous allez me dire, oui, mais
c'est quand même mieux la reconnaissance conjointe. C'est mieux que l'adoption. Parce que dans l'adoption, vous vous souvenez, il y a un contrôle du juge. Le juge va vous dire, est-ce que l'adoption est bien conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant? Il va le vérifier, ça. Il y a un contrôle, il y a une enquête, il y a une enquêtrice sociale qui va débouler. Donc, c'est pas automatique. Pour les hétéros, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'enquête, en tout cas, où il faut qu'il y ait des problèmes pour que ça arrive. Mais sinon, il n'y a rien. L'établissement de la filiation se fait sans aucun contrôle administratif ou étatique. Et vous allez me dire, bah, écoutez, là au moins, on est arrivé à un résultat, c'est que c'est une reconnaissance, c'est un acte, alors c'est une reconnaissance conjointe un peu bizarre, mais c'est un acte qui est donc qui n'a pas besoin d'être accepté par une administration quelconque, donc on a progressé. On n'a pas progressé du tout, puisque, au contraire, ça ne s'arrange pas. Puisque il faut se rappeler que ce qu'on est en train de faire, c'est solliciter une AMP ou une PMA, et c'est pas de droit. C'est-à-dire qu'il faudra quand même une autorisation, et il peut y avoir un refus de la part des membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire. Simplement, le contrôle ne se fait pas par le juge, va se faire par les médecins. Bonjour. Alors, on a quand même vu le problème. Le législateur, plus exactement d'ailleurs les députés, toujours les mêmes, on dit, attendez, on va droit vers la discrimination. C'est sûr, il n'y a pas assez, les stocks de gamètes ne sont pas suffisants, c'est très clair, on sait très bien ce qui va se passer. Il y aura des couples hétéros qui vont dire, nous, de toute façon, on a un problème de stérilité, biologiquement constaté. Bon, voilà, on ne peut pas faire autrement. Les autres, bon, on pourrait faire peut-être autrement. Donc, du coup, on a un risque de discrimination. Et le législateur en est tout à fait conscient, puisque vous le voyez, il a ajouté ce petit paragraphe numéro 2. Cet accès, c'est-à-dire l'accès à la PMA, ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Mais ça, c'est du discours. Dans les faits, le législateur, il sera pas derrière l'équipe clinico-biologique pour voir comment ça se passe. Alors, justement, la mise en œuvre de l'AMP ou PMA est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins, etc., etc., de l'équipe clinico-biologique pluridisciplinaire, composée notamment d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Bonjour. Et pour bien vous montrer que ça ne va pas aller tout seul et qu'il y aura, s'il n'y a pas, en fait, si les associations n'établissent pas de statistiques, qui est la seule manière de révéler une discrimination, il y en aura, ça c'est clair. Et ça sera d'autant plus difficile que vous avez, ce sont des centres d'AMP. Et il y en a plusieurs. C'est pas un truc, il n'y aura pas de statistique nationale. Ce sera très compliqué. Regardez bien. Le ou les médecins de l'équipe, toujours l'équipe clinico-biologique, machin, doivent alors vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Alors, vous le voulez, cet enfant? Oui, oui. Oh, parfait. Non mais bon, procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les motifs du report ou de refus d'une AMP sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès du centre, etc. Donc on pourra savoir pourquoi on n'est pas retenu. Mais dans les textes actuels, il n'y a pas le mot refus. Il ne figure pas dans la loi. Et les auteurs, d'ailleurs, se sont dit, mais on peut reporter, ça c'est prévu. Report d'une semaine, 15 jours, il y a des possibilités de report qui sont prévues dans l'actuelle législation. Mais le refus n'est pas mentionné. Les auteurs considèrent que si on peut reporter, en principe, on peut quand même refuser. Mais c'est pas sûr, c'est un peu ambigu. Bon, alors que là, le refus, il vient d'arriver.
dans ce texte. Et ça, voilà, on sait bien pourquoi il est là. Donc vous voyez que le texte tel qu'il se présente est quand même très spécial, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dernier point, et là je rejoindrai pour le dire clairement en grande partie la position de Marie-Jo Bonnet. La PMA, elle est fortement médicalisée, puisque historiquement, et encore aujourd'hui, normalement, c'est pour remédier à une infertilité à caractère pathologique. Donc, on a des médecins parce qu'il y a une pathologie. C'est ça la logique du truc. Et cette logique-là, elle n'est pas vraiment rompue. On va donc se retrouver avec une mise en concurrence de deux groupes sociaux. Les lesbiennes d'un côté, les couples hétéros, infertiles, de l'autre. On a un stock de gamètes disponibles limité, d'autant que le stock actuel ne pourra pas être utilisé au profit des couples de lesbiennes, ni au profit d'ailleurs des femmes non mariées. Parce que les dons qui ont été faits ont été faits en faveur de couples en réalité infertiles. Donc il faudra attendre l'écoulement actuel des stocks, la reconstitution des stocks. Enfin bon, ça va prendre du temps. Et on a en plus un mode spécifique d'établissement de la filiation pour les couples de lesbiennes. C'est quand même... je me demande d'ailleurs si devant la Cour EDH, un tel assemblage de dispositions passerait la barre. J'en suis pas totalement certain, pas sûr. Voilà. Alors, il y a une autre solution, c'est la troisième, et là, je vais encore continuer un peu, c'est l'insémination libre. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est vieux comme le monde, et c'est à ça que se réfère le texte en épigraphe. Bien sûr, en 1932, la PMA n'existe pas. Mais l'insémination dite artisanale ou libre, évidemment, ça existait déjà. Et ça existait d'ailleurs, semble-t-il, dès l'époque romaine. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est donc attesté depuis au moins 90 ans. C'est une pratique, elle a, à ma connaissance, presque tout le temps existé. Enfin, j'ai toujours entendu des lesbiennes que je connais m'en parler. Et vous le voyez, comment le système fonctionne, c'est assez simple. Hein. C'est une assémination à l'aide d'une pipette, et puis vous avez un accouchement. Alors, évidemment, ça c'est l'hypothèse de base. Après, l'établissement de la filiation, en l'état actuel du droit, qui de ce point de vue-là n'a pas bougé, c'est par voie d'adoption. Seulement, attention, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, on va voir les inconvénients d'abord. Les inconvénients, vous avez d'abord un arsenal pénal qui interdit cela. Deux textes du Code pénal, 511-12 et 511-22, qui vous disent on ne peut pas procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons, et ça c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et puis le fait d'aider, de prêter la main à, c'est procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le Code de la santé publique, même tarif. 2 ans, 30 000 € d'amende. Alors c'est quand même les plafonds, hein, je vous rassure tout de suite, mais bon, ça. Alors, ça c'est le premier inconvénient. Bon, premier inconvénient, c'est un tigre de papier. C'est un tigre de papier parce que comment voulez-vous prouver la manipulation ? Si la question, et d'ailleurs j'ai vu aucune jurisprudence là-dessus, si la question se posait, on dira tout simplement, mais il y a eu un rapport sexuel, point barre. Et à partir du moment où il y a un rapport sexuel, là, ces 2 textes ne s'appliquent pas. Vous remarquerez quand même que ces textes, indirectement, affirment la supériorité de la pénétration sur toute autre forme de sexualité. C'est quand même démentiel. Alors, évidemment, ceux qui les ont conçus ne voient pas les choses comme ça, mais on aboutit bien à cela. Et puis, on a un deuxième problème qui est le vrai problème, la reconnaissance de paternité, le cas échéant prénatal par le donneur, c'est-à-dire le donneur qui, finalement,
j'ai bien envie d'être papa. Et donc, voilà qu'il fait une reconnaissance de paternité, et qui peut être prénatale, et à ce moment-là, ça fusille tout. Ça fusille tout parce que ça ferme la voie de l'adoption, qui de toute façon est l'adoption de l'enfant du conjoint, enfin de la conjointe. Donc faut un mariage, obligatoirement. Mais en plus, vous avez le risque de la reconnaissance de paternité. Alors il y a quand même des avantages. Et ces avantages sont très très importants. Ce qui fait qu'il faut quand même considérer la situation avec circonspection. D'abord, vous avez un problème fondamental. C'est que l'insémination libre permet le choix du donneur. Dans la PMA, c'est la boîte à surprise. Alors, auparavant, ce n'était pas très gênant parce qu'il y avait un anonymat total, donc, ou presque total. Aujourd'hui, la loi va consacrer un accès aux origines personnelles. Quand on y réfléchit de manière un peu logique, c'est vrai, en essayant de ne pas être complètement perverti par les préjugés, on se dit, mais si mes enfants ont la possibilité d'entrer en contact avec le donneur. Alors, on donne, en fait, ce qui sera donné aux enfants, c'est son identité, l'identité du donneur. Et c'est quand même logique que je le choisisse, non? C'est du bon sens, ça. C'est-à-dire que l'accès aux origines personnelles, pourquoi pas? Rien à dire là-dessus. Au contraire, j'en suis même tout à fait partisan, à titre personnel. Mais ça suppose qu'on choisisse le donneur. Donc, on n'est pas dans la PMA usine à gaz comme on nous la propose. On est bien plutôt dans une insémination libre. C'est logique. Deuxième point, le rôle des médecins change. Les médecins sont au service d'un projet parental. Ils ne sont plus juges du projet parental. Il n'y a plus d'équipe clinico-biologique, machin, qui vient devant laquelle il faut monter un dossier puis dire qu'on lave plus blanc que blanc. Ça, terminé. On n'est plus non plus dans les centres de PMA. Tout ça, c'est court-circuité. On est dans la médecine de ville. Il est évident que le médecin n'est pas évincé dans l'insémination libre, ne serait-ce que parce qu'il faut s'assurer que le sperme ne va pas contaminer parce qu'il y a des maladies transmissibles, ne va pas contaminer celle qui va le recevoir. Donc, dans l'insémination, c'est pour ça qu'insémination artisanale, le terme est très impropre, parce que en réalité, le médecin est toujours là. Il y a toujours un médecin, en principe d'ailleurs, ou une gynécologue, qui accompagne évidemment un projet comme ça, ne serait-ce aussi pour qu'il réussisse sans qu'on soit obligé de faire 10 essais. Donc, bien sûr qu'il y a toujours un médecin dans ce genre d'affaires. Surtout, c'est un circuit court. Il n'y a plus l'usine que constituent les centres de PMA, les listes d'attente et tout le bazar, qui est un parcours du combattant, qui est déjà un parcours du combattant pour les couples hétéros stériles, mais alors, et pour les autres, n'en parlons pas. Donc on est dans un circuit court. Il n'y a plus de problème de remboursement. Où est le coût? Il y a peut-être 2 consultations, un acte médical, à supposer que le couple de lesbiennes ne veuille pas faire ça elle-même, ce qui est souvent le cas. Bon. Et puis, vous supprimez la concurrence avec les couples infertiles. La PMA subsiste telle qu'elle existe. Et même, bien évidemment, un couple de lesbiennes infertiles doit pouvoir y avoir accès. C'est-à-dire que l'insémination libre, ce n'est pas quelque chose qui concurrence ou qui oblitère la PMA. Mais c'est une solution qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteuse. Enfin, bon, voilà, c'est complètement différent. Alors après, il y a une dernière question. Et l'adoption dans tout ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça existe? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pouf.
Bon, ça marche pas non plus. Ah oui, stop, c'est vrai, bon.